Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous pour ce débat sur cette discussion, cette conférence, ces échanges sur le sujet suivant, quelle recherche technologique pour réussir la transition énergétique. Alors nous avons deux invités prestigieux, deux conférenciers, débatteurs prestigieux que je vais accueillir tout de suite. Bernard Bigot, qui est là, que je vois au fond, et Jean-Louis Etienne, que je vous demande bien sûr d'accueillir comme il se doit. Vous les connaissez et ils me rejoignent. Voilà, installez-vous. Alors pour ma part, je suis journaliste aux Échos et à France Inter, et donc j'ai le plaisir d'accueillir et d'animer ce temps de conférence jusqu'à 16h30, temps qui verra d'abord une discussion entre nous, assez brève, puis vous connaissez bien le principe, avec un panel qui a préparé, réfléchi à des questions, et puis bien sûr nous consacrerons l'essentiel du temps à
aux discussions avec vous, aux questions que vous pourrez poser, puisque c'est le principe. Alors, je vais présenter très brièvement, parce que vous les connaissez, nos deux intervenants, avec une petite précision utile, c'est que la ministre de l'écologie, Delphine Batho, était initialement prévue dans cette table ronde. Elle est sur la route du retour, j'imagine, dans l'avion, puisqu'elle était depuis 4 jours, ou peut-être un peu plus, à la conférence sur la biodiversité organisée par l'ONU à Hyderabad, en Inde. Et donc, elle n'a pas pu nous rejoindre pour des questions matérielles. Donc, je compte sur vous pour que cette discussion ne soit pas trop consensuelle et que toutes les idées que porte Delphine Batho soient reprises, notamment par vous dans la salle. Bernard Bigot, vous êtes administrateur du commissariat à l'énergie atomique. Alors, j'ai découvert en fait que ça s'appelle maintenant le CEA. Il y a dans votre titre, vous êtes aussi administrateur aux énergies alternatives. Ça fait combien de temps que ça 2010, voilà. Depuis 2010, donc Voilà, depuis 2 ans. 2010. Vous avez fait Normal Sup, vous êtes physicien, vous vous êtes occupé de la recherche au ministère de l'Éducation et de la Recherche, vous êtes ancien haut commissaire à l'énergie atomique et donc patron du CEA depuis 2003. Vous avez été reconduit il y a 1 an et demi jusqu'en 2015, donc vous avez un mandat de longue durée. Alors, naturellement, vous défendez l'importance du nucléaire. Je me souviens que dans les Échos, vous aviez dit il y a quelques mois, au début de l'année, je crois que c'était une interview à l'occasion de l'anniversaire, entre guillemets, de Fukushima, vous aviez dit « Ramener la part du nucléaire à 50% d'ici 2025 serait trop rapide ». Alors il va falloir que vous nous expliquiez ça, puisque c'est le projet de François Hollande désormais. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Jean-Louis Etienne, bien sûr, très connu. Jean-Louis Etienne a un métier formidable. Quand on va sur votre carte d'identité, je ne sais pas s'il est marqué explorateur. C'est votre métier, vous le mettiez sur votre site. C'est un peu à tous notre rêve d'enfant et d'adulte. Vous êtes au départ médecin spécialiste de nutrition et de biologie du sport. Vous avez fait un nombre d'expéditions absolument considérable au Groenland, en Himalaya, en Patagonie et ailleurs. Vous avez été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en tirant votre traîneau par vous-même pendant 63 jours. Vous avez conduit beaucoup d'expéditions, Transantarctica, la mission Banquise. Et puis, alors, je crois que tous les Français vous connaissent parce que vous êtes un grand pédagogue. Vous avez écrit une dizaine de livres. Vous participez à beaucoup d'émissions et vous intervenez dans beaucoup de grandes écoles ou d'écoles, peut-être de lycées, et à chaque fois avec un grand succès. Vous venez de passer 2 ans aux États-Unis. Vous venez de vous réinstaller en France. Vous étiez sur un projet dont vous allez nous parler. Alors, peut-être que je vais juste donner 4 points flash qui me frappent, moi, pour lancer la discussion. 4 points flash. Ce qui me frappe, c'est que sur ce sujet de la transition énergétique, l'équation globale, finalement, on a beau tourner autour du pot, elle est assez simple. Aujourd'hui, grosso modo, 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'électricité. On estime d'une manière générale que, alors ça peut être débattu évidemment, que la consommation électrique d'énergie va doubler d'ici 2050. On sait par ailleurs que les émissions de gaz à effet de serre, les émissions polluantes d'une manière générale, doivent être divisées par 2. Donc on voit très bien l'équation, multipliée par 2 d'un côté, divisée par 2 de l'autre. Ce sont vos réponses que nous attendons. Nous voyons bien aussi dans l'actualité que les énergies fossiles n'ont pas dit leur dernier mot. Vous avez peut-être suivi ces toutes dernières heures les discussions entre Louis Gallois, qui doit remettre un rapport sur la compétitivité au gouvernement, qui défend les gaz de schiste et qui a l'intention de le dire très fermement. La ministre de l'écologie et le gouvernement François Hollande sont sur une ligne différente puisque à la conférence il y a quelques semaines, ils ont dit qu'il n'y aurait ni exploration ni exploitation. Question technologique, nous connaissons, et c'est une question que je poserai bien sûr à Jean-Louis Etienne, nous avons 6 énergies sans CO2 aujourd'hui, hydraulique, nucléaire, éolien, biomasse solaire. Y en a-t-il d'autres à découvrir dans les années qui viennent? Qui doit payer? Troisième question, qui doit payer la transition? C'est probablement la question aujourd'hui la plus fondamentale. On voit bien en Allemagne le débat ces dernières semaines. Les Allemands qui reçoivent leur facture d'électricité chaque mois, facture d'électricité qui a bondi ces derniers mois. Et puis, dernier point,
pour organiser cette transition énergétique à laquelle tout le monde est attaché, bien sûr. Quel est le meilleur levier? Est-ce que c'est celui de la norme ou celui du prix? Doit-on interdire un certain nombre de choses ou doit-on jouer sur le prix par la matière, par le levier fiscal? Voilà un petit peu les questions que nous allons aborder. Alors peut-être pour commencer et ouvrir ce débat, peut-être alors l'un et l'autre, quelle est, Jean-Louis Etienne, l'urgence, à vos yeux, de l'exigence de la transition? La transition, elle va être lente forcément, mais il est urgent de la mettre en œuvre. Vous avez posé les deux raisons, j'en vois au moins deux, effectivement. Moi, je fréquente depuis très longtemps les régions polaires, et quand vous côtoyez les régions polaires, il est évident que ça fond. Et si ça fond, c'est que ça se réchauffe. Là, vraiment, c'est une évidence. Autant, quand on parle du réchauffement climatique, on parle de 0,8 degrés en un siècle, c'est imperceptible. Ça fausse le débat, parce qu'on se dit, tu trouves qu'il fait chaud, il suffit qu'il y ait un hiver rigoureux pour dire, il nous raconte des conneries. Donc, ce n'est pas quelque chose de populaire. Le réchauffement climatique, c'est une mesure scientifique. 0,8 degrés en un siècle. Par contre, quand vous côtoyez les régions polaires, vous voyez que c'est une réalité. Vous la voyez, ça fond, la banquise fond, l'Antarctique, il y a des zones qui fondent. Donc, il y a de toute évidence un excès de CO2 dans l'atmosphère, et ce n'est pas en train de s'arranger. On l'évoquait, le charbon est en train d'être l'énergie du développement aujourd'hui, donc c'est un vrai problème climatique. Donc là, il y a une urgence à limiter, si vous voulez, les émissions de gaz à effet de serre. Et deuxièmement, l'autre urgence qui est plus molle, mais qui est sous-jacente à l'heure actuelle et on va devoir la résoudre dans le siècle, c'est l'épuisement progressif des énergies fossiles. Et quand il n'y aura plus de stock, il va falloir inventer autre chose. Donc il y a les énergies renouvelables, dont on en parlera, mais les équations qui sont faites par des gens sensés montrent qu'effectivement, elles ne vont pas pouvoir remplacer, parce que leur densité est beaucoup plus faible, elles ne vont pas pouvoir remplacer la densité énergétique des énergies fossiles, et donc il va peut-être falloir faire appel à d'autres énergies beaucoup plus concentrées, on en reparlera. Est-ce que vous avez un point, vous, quel est le calendrier que vous avez en tête pour le peak oil, pour le pétrole et pour les énergies? On sait qu'il y a des discussions un peu presque à l'infini. C'est normal qu'il y ait des discussions sur le peak oil parce que les compagnies pétrolières ne veulent pas que les investisseurs se démobilisent pour investir sur autre chose. Donc c'est amusant parce que ceux qui sont partis à la retraite, j'ai lu il n'y a pas longtemps à l'Académie des technologies, quelqu'un qui était dans une compagnie pétrolière française très connue et qui est parti à la retraite. Et donc il est à la retraite, il peut parler librement et il dit que lui, il voit qu'en 2030, ça va commencer à devenir compliqué. Et donc ceux qui sont en actif à l'heure actuelle et qui ne veulent pas démobiliser les investisseurs disent qu'on en a au moins jusqu'à 2070, donc on a le temps de continuer à nous faire confiance. Donc si vous voulez, le peak oil, il y a cette notion de quantité, mais il y a aussi que toute notre civilisation, notre humanité s'est construite, s'est développée depuis 150 ans sur l'usage des énergies fossiles. C'est elles qui tiennent l'humanité. Et donc, imaginez tout d'un coup, on dise que dans 10 ans, c'est fini, qu'il n'y a plus de pétrole, plus de gaz, plus de charbon. Enfin, c'est une révolution énorme, si vous voulez. Donc, l'urgence, elle est de mettre en œuvre ce qui va remplacer progressivement les énergies fossiles pour deux raisons qu'on a évoquées. C'est qu'elles vont se faire rares, donc devenir chères. Les problèmes de démocratie vont devenir évidents. Donc rares, chères. Et deuxièmement, c'est sûr qu'elles vont un jour disparaître. Et donc l'urgence, elle est aujourd'hui dans les économies, dans la transition énergétique, parce qu'il ne faut pas attendre le peak oil ou avoir une visibilité objective du peak oil, parce que personne ne l'a vraiment. Par contre, c'est tellement prégnant dans notre existence, on l'utilise en permanence. 100% de l'économie repose sur le transport. Le maraîcher qui habite pas très loin, qui amène ses tomates au marché, il le déplace. 100% de l'économie repose sur le transport. Et 90% du transport repose sur les énergies fossiles. Donc vous voyez, c'est tellement présent que si on se dit que 50 ans, on a 50 ans pour changer, c'est énorme. Et donc l'urgence, elle est aujourd'hui. Et vous êtes frappé, vous, par l'écart entre l'état global de l'opinion ces toutes dernières années. C'est vrai que Copenhague, il y a eu beaucoup de choses avant Copenhague. Il ne s'est pas passé grand-chose à Copenhague, sinon rien. Et depuis, la pression globale, y compris médiatique, est beaucoup moins forte. Est-ce que vous avez vu, vous, au pôle Nord, les fontes réelles
c'est visible. Ah oui, oui, c'est visible. Racontez-nous. Il y a une signature très très nette, si vous voulez. C'est pas la peine d'aller au pôle Nord, vous allez à Chamonix, c'est extraordinaire. Vous avez les photos de la mer de glace qui descend, et l'échelle, ils en rajoutent une tous les ans pour arriver à descendre sur la mer de glace. Ça, c'est une réalité. Alors, vous avez évoqué les grands-messes onusiennes. Il y avait une mobilisation planétaire qui était absolument extraordinaire pour Copenhague. Et donc, on a eu le sentiment que ça y est, toute la planète était prête, mobilisée pour faire quelque chose. Mais les États ne sont pas passés à l'acte pour une raison simple, c'est que le problème est d'une très, très grande complexité. Et vous savez, quand on touche à l'énergie, on touche à deux choses essentielles. D'une part, on touche à la souveraineté des États. J'ai eu l'occasion d'assister, invité à une réunion à l'Élysée quand la France était présidente de l'Europe et après la discussion sur le paquet énergie-climat. Donc, il y avait Jean-Louis Borloo et le président de la République. On a été invités quelques-uns. Ils expliquaient ce qui s'était passé à propos des 27. Et donc, certains trouvaient que la décision ou les prises de décision étaient un peu faibles. Mais en fait, ils disaient tout simplement, allez dire aux Polonais de ne plus utiliser le charbon parce que ça émet du CO2. 93% de l'électricité polonaise est produite par le charbon. Donc, si vous demandez aux Polonais d'arrêter le charbon, c'est la vie qui s'arrête, si vous voulez. Donc, déjà, la souveraineté des États est touchée quand on touche à l'énergie. Et deuxièmement, quelque chose qui nous concerne tous dans notre quotidien, c'est notre liberté individuelle à nous déplacer. Regardez, quand il y a une grève de transporteurs, ils vont bloquer le dépôt de carburant. Oh là là, Maryse, va vite faire le plein. Dimanche, on a le mariage de la petite. Vous voyez, c'est la grosse panique. Donc, tout le monde se retrouve à la station de service. Vous êtes sûr que ce sont les femmes qui font le plein? Non, je veux dire, non, Albert, ouais. Pardon. Je me suis trompé, excusez-moi. Albert va faire le plein. Peu importe. Mais donc, vous voyez, ça touche à nos libertés individuelles. Donc, c'est un sujet d'une grande complexité. C'est pour ça que je dis qu'on a intérêt, chacun d'entre nous, à être l'acteur si on veut que ça avance. Bon. Bernard Bigot. Alors, l'urgence de la transition. Vous êtes un peu assis sur le matelas des centrales nucléaires. La France a le parc le plus développé au monde. Les réserves d'uranium ne semblent pas poser de problème. Vous êtes finalement... vous auriez dû être, il y a quelques années, un homme heureux, mais voilà, il y a eu un certain nombre d'accidents qui ont fait que l'état d'esprit général a quand même changé. Quel est le degré d'urgence? Est-ce que vous sentez... Je sens le même Quelle degré fonte d'urgence. sentez-vous? Rassurez-vous, je suis toujours un homme heureux. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. J'ai aussi une petite émotion au moment où je me retrouve ici, où il y a 106 ans exactement, Madame Curie, pour la première fois, faisait son cours dans cet amphithéâtre. Donc, effectivement, il y a la nécessité de prendre les choses au sérieux. Vous m'avez posé la question en disant quelle est la première urgence. Pour moi, je dirais la première urgence, et je suis en résonance avec ce que disait le professeur Étienne, c'est de se construire une vision. L'humanité, jusqu'à maintenant, a vécu, pour ce qui est de l'énergie, dans une logique d'opportunité. D'abord, on n'était pas très nombreux, on pouvait se contenter des énergies renouvelables. Il ne faut pas oublier que jusqu'à, disons, 1750 ou quelque chose comme ça, on fonctionnait uniquement avec des énergies renouvelables. Il n'y avait pas l'accès au charbon, il n'y avait pas l'accès au pétrole, il n'y avait pas l'accès au gaz, il n'y avait pas l'accès non plus au nucléaire. Donc, c'était l'opportunité. Après, l'opportunité a été généreuse, on a eu les mines de charbon, on les a exploitées. On a assez largement, effectivement, épuisé, au moins en Europe, les ressources, au moins celles qui étaient les plus accessibles et les plus propres. Et puis après, on a eu le bénéfice du pétrole. Donc, on a exploité le pétrole, et on a effectivement, encore une fois, collecté ce qui était le plus facile et le plus simple, etc. Et puis ensuite, on a le gaz, et maintenant, on arrive à la limite de l'exercice, c'est-à-dire le stockage intermédiaire de l'énergie solaire dans les combustibles fossiles. Eh bien, ça, c'est limite. Ça ne se renouvelle pas au même rythme. Donc, de la logique de ce que j'ai appelé d'opportunité, il faut passer à la logique du possible, du souhaitable, du nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut investir maintenant dans une vision où ce ne sera pas la collecte, mais ce sera parce qu'on aura su anticiper que l'on saura garantir à une population qui est plus d'1 milliard, qui est aujourd'hui déjà de 7 et qui demain sera de 9, incontestablement, suffisamment d'énergie pour pouvoir lui permettre à cette humanité d'assurer des fonctions essentielles. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'énergie. C'est clair. Donc, voilà la problématique. Et donc, la première chose, pour moi, sachant que c'est un problème qui dépasse les clivages politiques, qui dépasse la vision de tel ou tel, c'est d'essayer de construire dans les sociétés qui sont les nôtres, avec évidemment la logique des débats et des opinions libres d'exprimer,
une vision partagée de ce qu'il faut faire. Et c'est d'autant plus urgent que quand vous voulez installer des technologies à la fois de production et de consommation d'énergie, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Ça se fait sur des temps qui sont des décennies. Pourquoi? Parce que, évidemment, les investissements sont considérables. Donc, ça veut dire que les outils industriels pour les développer ne sont pas si spontanément accessibles. Et troisièmement, comme l'a souligné très justement le professeur Étienne, la liberté de chacun s'exerce. Et donc, on n'est pas dans la logique de la contrainte, au moins pour autant qu'on a su anticiper. Donc, pour moi, la première urgence, et j'espère que ce débat peut y contribuer, c'est d'essayer que l'ensemble de nos concitoyens disposent des informations, je dirais, techniques, économiques, environnementales, des conséquences de chacun des choix que nous faisons et que nous essayons de construire ce qu'on appelle un bouquet énergétique, donc une palette de technologies que l'on mobilise, d'usages que l'on sait développer et qui répondent au mieux sur le long terme au possible. Alors, aujourd'hui, cela a été dit, nous sommes dans l'impérieuse nécessité de passer de ce qu'on peut appeler le tout fossile, ou pratiquement. Peu de gens savent qu'en France, 66% de notre énergie consommée, c'est des fossiles. Le reste, c'est pratiquement du nucléaire et un tout petit peu de renouvelable. Mais quand on entend parler du tout nucléaire, c'est, je dirais, une quasi-escroquerie intellectuelle. Donc la majorité, 66-67%, c'est du fossile. Donc, oui, de l'énergie. De l'énergie totale que nous consommons. Carburant, chauffage, oui, etc. Voilà. Donc, et dans le monde, comme l'a dit M. Étienne, c'est 85%, 83-85%. Donc on est dans cette nécessité de substituer les énergies fossiles à de nouvelles énergies. Quelles sont les énergies possibles? Là, la physique nous rattrape d'une certaine manière. Il n'y a pas énormément de palettes. Il y a effectivement soit les énergies nucléaires, qui proviennent de la nucléosynthèse au moment de la formation de l'univers, et comme les réactions nucléaires sont des réactions très difficiles, qui ont très peu de probabilité de survenir spontanément, le matériau nucléaire, le combustible nucléaire, a traversé les milliards d'années. Voilà, aujourd'hui, nous avons encore de l'uranium, nous avons encore effectivement du thorium, par exemple, qui est relativement aisément mobilisable pour peu qu'on sache effectivement connaître la technologie. Donc, c'est le nucléaire qui est une ressource suffisamment pérenne et longue. Alors, avec deux grandes technologies que vous connaissez, il y a la fission, d'accord, où on casse des noyaux lourds, et la fusion, où on réunit des noyaux, au contraire, extrêmement légers. Et là, le temps de ressources pour consommer, ce n'est pas 100 ans, ce n'est pas 500 ans, c'est la centaine de millions d'années. Voilà. Donc, ça laisse un petit peu le temps de réfléchir, effectivement. Mais c'est une technologie complexe, c'est une technologie exigeante, c'est une technologie qu'il faut assumer sur de longues périodes de temps. Quand vous mettez en place effectivement la production d'énergie nucléaire avec de la fission, vous allez produire de la radioactivité qu'on appelle de la radioactivité artificielle. Quand un combustible sort d'un réacteur nucléaire, grosso modo, sa radioactivité est de l'ordre du million de fois, donc 100 000 à 1 million de fois plus radioactif que l'uranium que vous y avez mis. Il est clair que ce taux de radioactivité n'est pas compatible avec la vie. Donc il faut prendre des dispositions pour pouvoir confiner ces matières loin de la biodiversité, de l'environnement, donc très clairement. Donc ça, voilà la problématique. Une ressource de très longtemps, complexe à mettre en œuvre, qui implique des engagements de long terme, qui repose essentiellement sur une logique de confiance. S'il n'y a pas la confiance quand on s'engage dans le nucléaire, mieux vaut arrêter dès le premier instant. Et donc, il n'y a pas de raison que l'on utilise uniquement cette ressource. Il y a une autre possibilité potentielle, qui est de toute façon peu ou prou aussi d'origine nucléaire. Le rayonnement solaire, c'est la fusion telle qu'elle existe dans les astres, dans le Soleil. Donc là, encore une fois, le Soleil est assez sympathique, ça fait 5 milliards d'années qu'il fonctionne, il en a encore au moins pour 5 milliards devant lui, donc ça nous laisse un peu de temps, encore une fois, comme je vous le disais, pour réfléchir. Et donc, cette énergie-là, elle arrive sur la planète, elle est largement assez abondante. C'est 1 millier de fois plus que la totalité de la consommation annuelle, donc qui arrive sur la planète en termes d'ensoleillement, sur les terres immergées. Donc ça laisse quand même un peu de temps. Simplement, c'est une énergie qui est peu dense, c'est une énergie qui est intermittente, et que donc, face à des sociétés fortement urbanisées, fortement industrielles, il y a une difficulté qui fait que les énergies renouvelables ne peuvent pas seules pourvoir aux besoins de l'organisation sociale qui est la nôtre. Ils le pourront peut-être
le jour où on sera capable de stocker des quantités considérables de ces matières et à ce moment-là de pouvoir les restituer. Voilà, pour moi, en quelques mots, la vision que vous me demandez de dessiner. Il nous faut débattre. Nous avons vécu dans une illusion où, grosso modo, chacun peut faire un petit peu à sa façon, etc. Non, je pense que nous rentrons dans une zone où il faut qu'on dégage des consensus, que l'on accepte des compromis, de la tolérance, qui permettent effectivement d'avoir un bouquet qui soit le plus satisfaisant, eu égard à un certain nombre de principes. D'abord, impact aussi limité sur la santé, sur l'environnement, d'accord, et sur le climat. Deuxième point, c'est une énergie qui est durable. Si on fait des investissements extrêmement lourds, il ne faut pas effectivement qu'en quelques années, on soit obligé de les réviser. Justement, sur les investissements, question peut-être à vous deux, quel est à 15 et 30 ans le bon mix énergétique? Voilà, on va voir si vous êtes à peu près sur le même équilibre, ça c'est le premier point, quel est le bon mix? Et deuxième question que m'inspire votre réponse, c'est l'effort de recherche financier, en tant que chercheur, l'effort de recherche, il faut le mettre pour sécuriser l'atome ou pour trouver autre chose que l'atome, sachant qu'on sait bien tous que les ressources budgétaires des États sont quand même limitées pour un certain nombre d'années, en tout cas dans les pays développés. Et je ne sais pas, peut-être Jean-Louis Etienne qui prend le bon mix énergétique. Il est à créer, le bon mix énergétique. Ça, c'est pas une réponse. Mais non, mais il est à créer parce qu'on part de rien, pas grand-chose. Enfin, on parle de la France, quoi. Hein. On part de pas grand-chose. Oui, c'est certainement pas la même chose en Chine. Oui, oui. Donc, à l'heure actuelle, je me suis mis à réfléchir sur l'énergie en 2002, donc il y a 10 ans, d'une manière intense. J'étais sur la banquise en train de dériver pendant 4 mois et j'avais des séries de mesures à faire, effectivement, sur le réchauffement climatique qui m'avait été confié. Et j'ai commencé à réfléchir. Et je suis passé d'une vision, je dirais, émotionnelle de l'énergie à une vision beaucoup plus physique, comme vous l'avez souligné. À partir d'un certain moment, c'est la physique qui prend le relais, quoi. Donc, il est évident qu'on a en France une structure nucléaire qui est extrêmement puissante pour produire notre électricité. Le limiter à 50% en 20 ans, j'ai fait mes petits calculs, ça a l'air compliqué, sauf effectivement si on le remplace par des centrales à énergie fossile. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit un progrès. Vous voyez, donc, ce qu'il faut mettre en place, ce sont des énergies fossiles, parce que de toute façon, on va en avoir besoin dans ce mixte. Et je dirais qu'aujourd'hui, on regarde avec plaisir, entre guillemets, les futurs hydrates de carbone, de méthane, pardon, qui sont sur les océans, les derniers gisements qu'on peut aller gratter pour gagner du temps, pour arriver à avoir une maturité sur d'abord les économies d'énergie. À mon avis, ça c'est la première chose à faire. Il y a 1/3 de la facture à économiser sur les économies d'énergie. Ça, c'est une urgence qu'on n'a pas évoquée, mais et là, on a un bras de levier relativement direct là-dessus. Là, c'est le premier acte du mixte, on va dire. Et ensuite, les énergies renouvelables. Alors ça, on va en reparler, bien sûr. Je trouve ça très intéressant, mais effectivement, de faiblesse. Allez-y, commencez à nous dire un petit peu quelles sont celles sur lesquelles on doit miser. Alors, il y a le plus évident, c'est le vent. Mais il était extrêmement dispersé. C'est évident qu'un jour de grand Mistral dans la baie du Rhône, on a de quoi alimenter la France en énergie. Mais ce que l'on capte, ces quelques moulins que l'on capte, c'est rien par rapport au potentiel. C'est ça aussi le problème de l'utilisation des énergies renouvelables. Le solaire photovoltaïque, c'est pareil. Il y a un solaire qui est sous-estimé et que je regrette vraiment, c'est le solaire thermique. Ça coûte rien. Moi, j'ai commencé le solaire thermique il y a 15 ans chez moi à la campagne. J'ai acheté des 200 mètres de tuyaux noirs de chantier et j'avais à peu près 250 litres d'eau chaude dès qu'il y avait du soleil. Regardez, et ça, on ne l'utilise jamais assez. On a toujours le sentiment, et c'est valable dans tous les pays, vous allez au pôle Nord, vous êtes habillé en noir, vous touchez votre parka, noir, elle est chaude. Il fait moins 25, elle est chaude. Vous sortirez tout à l'heure, le rayonnement solaire n'est pas très fort, vous mettrez la main sur une voiture blanche, elle est à la température ambiante.
Vous mettez la main sur une voiture noire, elle est beaucoup plus chaude. Ce n'est pas la chaleur ambiante qui réchauffe, c'est que le noir capte le rayonnement solaire. Vous voyez? Donc, le rayonnement solaire, l'usage du solaire thermique est aussi valable à Lille qu'à Marseille. Bien sûr, il y a davantage d'ensoleillement. Il y a une perte colossale et on peut déjà le faire avec un tuyau noir. Regardez le tuyau d'arrosage en été. La chaleur de la température de l'eau qui sort, elle est beaucoup plus chaude que l'air ambiant. C'est le rayonnement électromagnétique qui a été capté. Donc, le vent, le solaire thermique, beaucoup de gâchis, je trouve. Le solaire, après, il y a le solaire concentré, si on peut y aller sur le catalogue. Le solaire concentré est intéressant parce que donc on concentre le rayonnement solaire sur une tour comme ça. Pardon, oula, c'est du costaud. Hein. C'est noir, c'est chaud, mais ça casse. Hein. Dire que Marie Curie a posé ses mains là. Donc c'est une tour comme ça qui fait une centaine de mètres avec un gros bloc de sel, pour faire simple. Et vous avez tous les miroirs qui concentrent le soleil, et dans le sel fond, il arrive à presque 3000 degrés. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est du solaire qui peut aussi être utilisé la nuit quand il n'y a plus de soleil, puisque ça accumule la chaleur et la turbine, ça continue à faire de la vapeur même la nuit. Et donc c'est intéressant, le solaire concentré est intéressant. Il y a une limite à ça. C'est qu'il y a en Andalousie, donc il y a une magnifique centrale solaire thermique, de solaire concentré qui a été inaugurée en grande pompe par le roi d'Espagne, etc. Et donc il fonctionne très très bien. Mais au sol, la surface des miroirs, c'est 400 mètres carrés, 400 hectares. Non, 200, voilà, je me trompe, 200 hectares et 400 terrains de foot. C'est ça que je voulais dire. 200 hectares, c'est 400 terrains de football. Donc l'immobilisation au sol, et ça produit 20 mégawatts, c'est-à-dire la production de 10 éoliennes de 2 mégas. Les éoliennes qu'on a dans nos campagnes, elles font 2 mégas dans l'ensemble, d'une manière générale. Et donc ça produit 20 mégawatts. Donc pour arriver à produire l'équivalent de 10 éoliennes, il faut une surface de 200 hectares, c'est-à-dire 400 terrains de foot. Donc vous vous rendez compte, donc c'est un problème, effectivement, comme vous l'avez évoqué, de concentration. Et donc il faut la concentrer. Donc pour la concentrer, il faut beaucoup de surface. Donc on en connaît les limites. Et donc je termine avec ça, si vous voulez. Je pense que les énergies renouvelables sont intéressantes pour satisfaire les besoins domestiques d'une population qui est bien éduquée, qui connaît la préciosité de l'énergie, qui sait la gérer. Parce que je vois, quand on part en expédition, le problème numéro 1 à résoudre, c'est l'énergie. Alors vous prenez bien sûr un groupe électrogène, ça c'est la base, on est sûr du coup, des bidons d'essence si vous voulez, mais enfin quand même si on veut économiser, on met des panneaux solaires. À Clipperton on avait 80, on avait 2 éoliennes, et le soir on n'en avait pas assez, donc il fallait qu'on remette le groupe électrogène. Donc il faut une population extrêmement éduquée. Et là je pense qu'avec le renouvelable que l'on connaît aujourd'hui, plus le futur bien sûr, on va pouvoir satisfaire nos besoins domestiques à une condition vraiment qu'on ait fait un effort sur l'habitat et sur cette idée que l'énergie, c'est extrêmement précieux. Et alors, le temps que tout ceci soit en route et déployé, les gaz de schiste, oui ou non? Vous y allez fort, là. Je vais vous répondre. Non, mais vous pouvez pas répondre par oui ou par non. Je vais vous répondre. Le gaz de schiste, c'est pour moi, c'est un trésor qu'on a sous la maison, mais pour aller chercher, il faut casser les murs. Mais par contre, si on prend à plat sans regarder les questions potentielles environnementales qui sont soulevées et qui sont réelles, moi j'étais aux États-Unis voir un peu ce qui se passe, effectivement, la ressource est importante, ils sont en train de devenir autonomes en gaz. Au Texas, il y avait un centre gazier pour la déliquéfaction du gaz qui était censé arriver sur des tankers liquéfiés et le dégazer pour la consommation américaine. Aujourd'hui, ils sont en train d'inverser le processus. Ils vont dans le sens de la liquéfaction du gaz qu'ils produisent. Donc c'est une ressource qui est extrêmement intéressante. Alors, on a évoqué la transition énergétique et vous avez posé une bonne question. Qui paye ? Ça coûte cher et l'État n'a plus les moyens de faire des facilités fiscales pour l'habitat, pour tout ce qu'il faudrait pour aller dans le sens des économies d'énergie. Donc, si on fait un calcul simple, le trésor que j'ai évoqué qui est là a une valeur économique,
Je parle de la valeur économique, ne me tirez pas dessus, de la valeur économique que représentent ces gaz de schiste. Le trésor pour la transition énergétique, c'est-à-dire l'isolation de l'habitat, et mettre en œuvre dans notre pays une vraie transition, je dirais que le financement de la transition, il peut se trouver là. À une condition, effectivement, c'est ce que l'État, ou alors une instance extrêmement bien maîtrisée, puisse effectivement surveiller de très près l'impact environnemental, faire de la recherche sur la façon de l'extraire, bien sûr, l'impact environnemental, et que l'ensemble de ces profits soit attribué à la transition énergétique. C'est un trésor de guerre qu'on a là pour financer à l'échelle de l'État la transition énergétique. Voilà une réponse précise. Bernard Bigot, votre mix énergétique à 15 ans et 30 ans. Je vais essayer d'être bref. Pour moi, la vision, elle est la suivante. Une société, elle a besoin de 2 types d'énergie. L'énergie dont elle ne peut pas se priver parce que c'est essentiel à ses besoins. C'est, par exemple, le froid pour la chaîne alimentaire, c'est l'eau, évidemment, il n'y a pas de possibilité de distribution d'eau s'il n'y a pas d'énergie, c'est un certain nombre de besoins que chacun de vous entend. Et puis, il y a des besoins que j'appelle flexibles, voilà, où on peut reporter effectivement l'usage de l'énergie en question. Et donc, pour moi, le bon mixte, c'est celui qui va répondre à ces 2 catégories de manière durable. Ce qui veut dire pour moi durable, c'est, comme je vous l'ai dit succinctement tout à l'heure, limiter les impacts environnementaux, sanitaires et climatiques. Et donc dans ces conditions-là, ma vision elle est simple, c'est un mix qui ne comportera pratiquement que du nucléaire et des énergies renouvelables. Alors, quelle est la proportion ? Je vais dire 50-50. Voilà. Et pourquoi je dis 50-50 ? Parce qu'il y a un pays qui a fait l'expérience, qui est la Suède. La Suède, aux alentours de 1980, juste après l'accident de Three Mile Island, et à l'époque où ils n'avaient pas encore donc fait la démonstration d'une capacité de gérer de manière responsable et sûre les déchets nucléaires, avait décidé, nous allons cesser de construire des centrales nucléaires. Voilà. Et pendant, disons, pratiquement 30 ans, ils se sont tenus scrupuleusement à ce cap-là. Mais entre-temps, ils ont essayé de trouver les solutions. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont développé les énergies renouvelables, que ce soit le vent, que ce soit la biomasse. Il n'y a pas beaucoup de soleil en Suède, moins que dans la maison de M. Étienne. Donc, et ils sont arrivés à constater que la satisfaction des besoins chez eux, elle se situe à peu près comme cela, avec évidemment une certaine éducation. C'est-à-dire que les gens acceptent de ne pas simplement exiger qu'ils aient l'électricité quand ils en ont envie pour des besoins qui ne sont pas effectivement nécessaires. C'est de cette complémentarité que nous tirons. Alors maintenant, les énergies fossiles, bien sûr, elles sont extrêmement avantageuses. Et pour moi, l'enjeu majeur, c'est de les prolonger aussi longtemps que possible. Donc de ne pas les utiliser à des usages qui ne sont pas substituables. Voilà exactement la vision du mix qui est la mienne. Et quand vous me posez la question, Monsieur Bigot, où est-ce qu'il faut mettre votre argent quand vous faites de la recherche ? Eh bien, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Parce que si je n'ai pas le nucléaire, de mon point de vue, il n'y a pas d'énergie renouvelable possible. Qu'est-ce que font nos amis allemands aujourd'hui ? Nos amis allemands, sous le choc de l'émotion de Fukushima, décident d'un trait de plume d'arrêter le nucléaire. Ils avaient 17 centrales, ils en arrêtent immédiatement 8. D'accord ? Et puis les 9 autres sont programmés jusqu'en 2022. D'accord ? Et on dit, on va se satisfaire avec les énergies renouvelables. Il y a quelques jours, j'étais à Tokyo dans un grand forum scientifique international, et j'ai rencontré le ministre de l'Environnement allemand en lui demandant gentiment comment les choses allaient et comment il avançait sur ce sujet. Il m'a dit, voilà, je viens de décider que l'on va construire 20 centrales de production électrique au charbon, 23 gigawatts. J'ai dit, 23 gigawatts, c'est la même quantité que le nucléaire que vous fermez. Oui, oui, vous avez raison, 23 gigawatts. Je lui dis, bon, écoutez, c'est bien, je sais votre attachement à ne pas polluer la planète et à éviter les rejets de gaz à effet de serre, donc vous allez capturer le CO2, vous savez qu'il y a cette technique qui consiste à capter le CO2 donc, des émissions. Hein. Donc il faut savoir, pour une petite idée, hein, c'est une centrale au charbon de 1000 MW, c'est environ 8 millions de tonnes de charbon par an. Donc vous rejetez, grosso modo, 8 millions de carbone dans l'atmosphère. Pour comparaison, hein, vous avez besoin, grosso modo, maximum de 20 tonnes de combustible nucléaire pour y arriver à la même quantité. Et il m'a dit, non, nos amis allemands sont extrêmement réticents. Non pas la capture, pas de problème, mais pas de transport et surtout pas d'enfouissement. Alors il m'a dit non, on ne fera pas ça. Donc voilà, moi je dis, préservons les combustibles fossiles,
aussi longtemps que possible. Développons à la fois le nucléaire et les renouvelables, parce que si vous ne faites que des renouvelables, vous n'y arriverez pas. Hein. Nos amis espagnols qui ont fait beaucoup d'efforts pour développer le solaire, comme vous le soulignez, M. Etienne, et l'éolien, ils se rendent compte que le solaire, en moyenne, c'est 25% de la capacité sur l'année, et l'éolien, c'est la même chose. Et que vous pouvez avoir 17 jours. Vous savez, chacun d'entre vous peut le suivre. Il y a aujourd'hui des sites Internet où vous pouvez suivre quart d'heure par quart d'heure la production éolienne, que ce soit en Grande-Bretagne ou en Allemagne. En Allemagne, aujourd'hui, vous avez plus de 30 gigawatts, 30 milliards de watts de capacité d'éolienne. C'est-à-dire la moitié du parc nucléaire français, pour faire simple. La moyenne annuelle, l'année dernière, et sur les 5 dernières années, c'est moins de 18%. Donc l'intermittence, c'est une clé. Donc nous devons l'un et l'autre. Voilà la vision qui est la mienne, et pas refuser. Alors maintenant, les gaz de schiste. Je partage. Alors, on va peut-être après très vite passer la parole au panel. Voilà. Juste une seconde. Je le comprends. Les gaz de schiste, si vous voulez, ce qui me frappe, c'est on raconte tout et n'importe quoi, on crée de l'émotion, on bloque le dispositif. Quel est le sujet? Les gaz de schiste, ils sont aujourd'hui dans la matière argileuse qui dispersée au moment où il y a eu l'enfouissement évidemment des végétaux, dans la création effectivement donc des hydrocarbures. Ils sont dispersés. Ils sont, plutôt que d'avoir été évacués dans un réservoir, où ils ont été stockés, où on les a puisés, ils sont évacués. Donc ils sont dispersés. C'est comme le soleil. Comme le solaire ou comme l'éolien, ils sont diffus. Et donc, pour les collecter, on est obligé d'envoyer de grandes quantités d'eau pour laver, grosso modo, si vous voulez, cette argile. Donc, le vrai problème des gaz de schiste, ce n'est pas la pollution de la nappe phréatique, par, entre guillemets, la traversée de la nappe phréatique. Les pétroliers, depuis 100 ans, ils savent faire ça en chemisant. Voilà. Le vrai problème, c'est que vous allez extraire des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau qui, eux, vont comporter non seulement du gaz, du pétrole, des hydrocarbures, mais aussi des métaux, même des métaux radioactifs, même évidemment des produits chimiques divers. Donc le sujet, laissons à la recherche la démonstration possible de qu'est-ce que nous avons sous les pieds et de la qualité de ce que nous avons, et surtout une exigence, comme le dit très justement M. Etienne, donc d'un retour de cette eau à l'environnement pur. Voilà le sujet pour moi. Merci. Alors, les questions, premier panel, ça démarre ici, plutôt là. Allez-y. Alors, vous pouvez, s'il vous plaît, indiquer à qui vous posez la question. Très bien. L'un, l'autre ou les deux. Donc, Guillaume. Donc, je vais poser la question en priorité à M. Etienne, mais M. Bigot est invité à répondre s'il pense pouvoir le faire. Et Vous êtes gentil. Ah oui, non, mais je laisse la porte ouverte. Donc ma première question c'est sur l'épisode de Fukushima qui est pour certains un symbole de la naïveté dans laquelle nous, population, on va prendre occidentale seulement, nous murons parce que c'est un désastre humain, matériel, écologique et qui a agi comme un électrochoc sur les consciences du peuple japonais. Donc la question que je vais vous poser, maintenant comme l'a dit M. Bigot, on est capable d'anticiper et on serait capable de créer une vision à long terme de cette énergie mixte, comment faire pour changer les mentalités de la population elle-même directement? Comment l'inviter à être plus sobre? Est-ce qu'il faut verser dans le cynisme et espérer attendre un nouvel accident nucléaire pour qu'enfin les gens se disent tiens, c'est peut-être pas bon, ou un accident pour le gaz de schiste? Ou est-ce qu'il faut refuser un tel fatalisme et redoubler d'efforts pour les changer? Et auquel cas, comment? Qui? Donc ça s'adresse en priorité à vous, mais encore une fois. Monsieur Bigot est quand même le grand spécialiste des questions nucléaires. Il a même été à Fukushima, il connaît bien le sujet. Changer les mentalités, je passe du temps effectivement à faire des interventions, des conférences, et il y a un rejet effectivement du nucléaire, et j'essaie de revenir à la physique, à l'amour de la physique. E égale MC2. Tout le monde aime Einstein, si vous voulez. E égale MC2. Quand il y a une fusion des noyaux lourds, une fusion des noyaux légers ou une fission des noyaux lourds, il y a une perte de matière, et là, on va dire que l'énergie que l'on récupère est proportionnelle au carré de la vitesse de la lumière. C, c'est la vitesse de la lumière, donc C au carré. Vous voyez ce que c'est que la vitesse de la lumière? C'est proportionnel au carré de la vitesse de la lumière. Donc il y a là une ressource énergétique inégalée. Donc ne pas tout d'un coup rejeter ce pur produit de l'intelligence humaine, parce qu'on est ici chez Marie Curie qui est passée par là, c'est un pur produit de l'intelligence humaine. L'homme est un animal surdoué qui a inventé ces choses-là, et donc ça c'est extraordinaire, et on a là
une ressource. Ensuite, il est évident que les centrales nucléaires que nous avons, avec tout le respect que j'ai pour les ingénieurs qui ont travaillé dessus, dont M. Bigot a fait partie, ce sont des phénomènes d'une très très grande complexité. Et ces centrales nucléaires que l'on a aujourd'hui, elles ont été pensées il y a 50 ou 60 ans. Donc vous voyez les progrès que ça a fait depuis, regardez les bagnoles qu'on avait il y a 50 ans et les voitures qu'on a aujourd'hui. C'est considérable les progrès que l'on peut faire. Donc imaginez bien que ces centrales sont extrêmement suivies, bien sûr, mais il y a des progrès considérables qui sont faits dans la conception et dans l'usage de l'énergie atomique. Et donc, bien sûr, je vous rejoins, conserver les investissements aujourd'hui sur l'existant parce qu'il s'agit de sécurité, mais ne pas lâcher le nucléaire parce qu'il y a là l'énergie de l'avenir pour remplacer la fin des énergies fossiles. Les centrales, plus de 50 ans, vos voyages à Fukushima, est-ce que ça a provoqué quelque chose en vous? Oui, bien sûr. On ne va pas, je dirais, insensible à ce qui s'est passé au Japon. Pour répondre très succinctement, si vous voulez, pour moi, il faut que ce débat s'ouvre et que ceux qui ont la légitimité pour en parler prennent la parole. Quels sont ceux qui sont légitimes? D'abord, c'est les élus. Moi, je suis très impressionné du fait qu'il y a beaucoup d'élus qui ne comprennent pas du tout les principes fondamentaux même de la physique, puisque vous le disiez, qui expliquent que tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible. Voilà. Il y a des lois de la physique qu'on ne peut pas violer. Elles sont plus robustes encore que toutes les convictions que l'on peut avoir. Deuxièmement, c'est les communicants. Moi, je suis frappé de la réduction du débat énergétique tel qu'elle existe dans la presse, dans les journaux. Voilà. Donc, c'est nécessaire que l'on mette les choses à plat et que des gens de bonne foi donnent les éléments qui figurent. Puis le troisième, c'est les scientifiques. Et je me sens en premier lieu impliqué. C'est nous devons aller disons, à l'encontre des gens qui souhaitent que l'on partage avec eux les connaissances qui sont les nôtres. Toutes leurs questions sont légitimes. On a l'obligation d'y répondre. Voilà. Par rapport à votre question, c'est nous ouvrons ce débat. Encore une fois, je reviens. Avant, on n'avait pas besoin de s'en préoccuper. C'était une logique, je dirais, de l'opportunité. Maintenant, il faut vraiment construire cette vision. Alors, maintenant, les centrales, 50 ans. Si vous voulez, une centrale, ça fonctionne comment? C'est une cocotte minute, pour faire simple. Hein. Donc, c'est une bouilloire. Donc, vous avez effectivement la fission, je veux dire, qui va libérer une grande quantité de chaleur et qui va évaporer, donc vous chauffer de l'eau plus exactement, et puis ensuite vous faites de la vapeur et ça fait tourner. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas dans la partie centrale de mouvement mécanique. Donc, il n'y a pas d'usure mécanique. Voilà. Par contre, il y a des usures liées justement aux effets thermiques, à la neutronique. Voilà. Donc une centrale, ça peut durer 50 ans, ça peut même durer 60 ans. J'ai visité aux États-Unis une centrale qui aujourd'hui fonctionne depuis 48 ans comme une horloge. Voilà. Et les Américains cherchent à la préserver autant que se faire pourquoi. Des freins de voiture aujourd'hui sont plus fiables qu'à 50 ans, ils sont toujours des freins. Mais vous avez raison. Oui. Cependant, ne vivons pas dans une vision figée. La centrale aujourd'hui qui fonctionne depuis 50 ans, elle a subi des améliorations très importantes progressivement. L'exigence de ce qu'on appelle les autorités de sûreté est telle que toutes les améliorations qui sont possibles, effectivement, sont implémentées. Mais il y a des moments où il faut passer d'une phase à l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit qu'on est dans la deuxième génération et c'est la position de la France, nous ne construirons plus de centrales qui ne sont pas de la troisième génération. C'est-à-dire avec un renforcement de l'exigence de sûreté tel que, et je crois que ça correspond à l'attente du public, même dans le pire des accidents, il n'y a pas de relâchement de radioactivité à l'extérieur du site nucléaire. Voilà. Chacun peut accepter qu'une installation industrielle soit ruinée parce qu'elle a connu un accident. Je crois que l'opinion publique ne peut pas accepter qu'il y ait effectivement une contamination du sol à proximité. Et c'est ça le problème de nos amis japonais. Le problème de nos amis japonais, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de reconquérir un territoire. Il y en a une partie, ça sera très long, mais ils sont en train de reconquérir une partie du territoire qui a été contaminée, donc c'est à peu près 1500 km², d'accord, c'est 180 000 personnes qui ont été évacuées, et je peux vous dire qu'ils emploient une énergie considérable pour y réussir. Seconde question, on va peut-être demander, parce qu'il y a pas mal de questions, des réponses un tout petit peu plus courtes. Voilà. Bonjour, donc en fait, vu que le thème du cycle est sur le partage, et que les problèmes de réchauffement climatique sont un problème global, notre question, c'est comment pouvons-nous partager les avancées technologiques entre nations pour accélérer la transition énergétique à l'échelle mondiale? Est-ce que c'est compatible avec le libre-échange tel qu'on l'exerce aujourd'hui?
Et quels moyens pourrions-nous mettre en place pour impliquer, par exemple, l'Inde et la Chine, mais beaucoup d'autres pays qui sont réticentes à la réduction de leurs émissions, parce qu'ils revendiquent un droit au développement qu'on peut tout à fait comprendre. C'est vrai, Copenhague, c'était ça. La Chine et l'Inde ont dit, vous êtes bien gentils, mais vous avez mis 3 siècles. Nous, au bout de 20 ans, on ne peut pas demander de faire le boulot. Eh bien, on n'a pas la solution. Je dirais que les Chinois sont en train de développer, on dit toutes les semaines, je ne sais pas, au moins une fois par mois, une centrale thermique au charbon. Et alors là, où ils nous foutent dedans à fond, c'est qu'en même temps, l'énergie qu'ils en tirent, ils font des panneaux solaires qu'ils nous vendent, donc on achète des choses vertueuses qui sont faites dans des conditions épouvantables. Vous êtes un peu injuste parce que c'est un des seuls pays au monde où on voit des panneaux solaires le long de toutes les autoroutes, tout l'éclairage périurbain dans les grandes villes de Chine est solaire. Oui, mais je veux dire, l'industrie chinoise repose sur l'usage du charbon. Vous êtes d'accord là-dessus? Je suis d'accord. Donc ils font des panneaux solaires vertueux en dégazant, en utilisant des centrales thermiques au charbon. Donc il y a un petit truc sur la marchandise qui ne va pas, vous voyez. Ce que peu de gens savent, c'est que la Chine a une politique extrêmement volontariste de réduire sa dépendance au charbon. Ils sont aujourd'hui le premier parc mondial éolien, le premier parc mondial solaire. Et ils vont être bientôt le premier parc mondial nucléaire. Donc eux, contrairement à ce que certains ont comme vision, ils en subissent immédiatement les effets de l'environnement. Si vous avez été à Pékin un certain nombre de jours dans l'année, vous verrez que c'est absolument pas respirable. Donc eux, ils mesurent complètement la conséquence qui est, entre guillemets, une dépendance au charbon forte. Oui. Moi, pour revenir à votre question, partage. Si on veut que nous avancions, les pays qui ont la maîtrise des technologies les plus avancées, ils ont l'obligation de les implémenter. Ce n'est pas les pays du Sud qui sont dans cette situation. Donc eux, c'est encore effectivement les énergies fossiles qui est le plus facile à utiliser. Même s'il y a des pays aujourd'hui qui considèrent extrêmement sérieusement la problématique de l'énergie. Peu de gens savent qu'un pays comme le Kenya aujourd'hui est dans une stratégie de développer des centrales nucléaires avec une combinaison complémentaire de parcs éoliens et solaires. Donc ma vision, c'est oui, c'est compatible, sous réserve qu'il y ait un certain nombre de règles qu'on se donne. Et je reviens toujours à mon même sujet. Si nous n'avons pas effectivement un partage, une vision commune avec les pays qui bénéficient éventuellement de plus de soleil, de plus de vent, de plus de ressources alternatives, et que ceux qui ont au contraire la maîtrise des technologies les plus avancées fassent l'effort de les implémenter, nous n'y arriverons pas. L'ONU est normalement le lieu pour ça et on voit que ça ne marche pas. Encore une fois, vous savez, ce n'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'il ne faut pas essayer la deuxième. Dans la vie, il faut être un peu tenace. Pour monter sur le vélo. Voilà. Moi, ma conviction, c'est que plus ça va aller, et le professeur Etienne le disait, allez dans les Alpes. Vous allez voir, chaque année, si vous y revenez régulièrement, vous verrez que l'ensemble des glaciers a reculé. Donc je pense que chacun d'entre nous, nous sommes en situation de comprendre l'urgence maintenant. Alors, encore une fois, le discours politique n'est pas forcément simple, les intérêts sont multiples, vous l'avez dit, la transition n'est pas spontanée, mais je crois que ça ne nous prive pas de s'engager dans cette démarche et essayer de convaincre, parce que c'est ça quand même ce qui va jouer, c'est si nous emportons l'adhésion des gens qu'il ne faut pas rester là où nous sommes. Autrement, si nous n'anticipons pas, nous serons dans une situation extrêmement périlleuse. Autre question. Une question un poil plus politique. Sachant que nous sommes dans un contexte de défiance démocratique, où finalement on parle souvent d'écologie dans des termes très élogieux, on a l'impression d'être pris dans un processus de greenwashing. Comment peut-on raviver le débat sur l'énergie énergétique afin de parvenir à un accord tout parti politique confondu? C'est-à-dire qu'enfin, une fois pour toutes, nous pouvons statuer sur la nécessité de la transition et avancer donc dans ce sens-là. Et en deuxième partie de cette question, est-il de la responsabilité des peuples d'imposer le consensus quand leurs élites n'y parviennent pas, notamment comme on a vu en Allemagne ou au Japon récemment? Alors, je vais... Ah, non. Bon, je reformule la question, ça vous laisse 10 secondes pour réfléchir. En gros, dans les pays démocratiques, il y a des élections à peu près tout le temps. Il y en a toujours une quelque part en Europe. Est-ce qu'on peut arriver à avoir un consensus politique? On a vu que dans la campagne présidentielle, ce n'était pas précisément le cas. Écoutez, je pense que M. Bigot l'a évoqué, je suis complètement d'accord, on le dit depuis tout à l'heure. Moi, ça m'a pris 10 ans pour comprendre ce que c'était que l'équation énergétique. Et je peux vous dire que ça me passionne et j'ai mis du temps. Et donc, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui est politiquement vert, très vert. Et il dit, moi, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, ça passe par un référendum. J'ai dit, écoute, je veux bien, mais disons que j'ai un standard d'intelligence moyen. Après avoir fait un CAP d'ajusteur, j'ai réussi à faire médecine. Vous voyez, donc je suis assez passe-partout.
et j'ai mis du temps à comprendre. Le citoyen, s'il ne fait pas l'effort de comprendre la complexité du problème, parce que ce n'est pas un problème émotionnel, on est dans la physique pure, il y a des quantités, il y a des kilowatts à fournir, quoi, hein. Donc si on ne fait pas la démarche personnelle de s'instruire sur le sujet, la réponse va être émotionnelle, et ça va être dramatique. Parce qu'effectivement, regardez qui sont les héros du journal télévisé tout à l'heure. Grand vent dans le Midi-Pyrénées, quelques pylônes sont tombés, 10 000 foyers privés d'électricité. Voilà. Donc l'ouverture du journal, c'est 10 000 foyers privés d'électricité. Donc ça vous donne une idée de l'importance. Et en hiver, les pylônes électriques tombent, des gens sont isolés dans leur village, ils font la une du journal télévisé, on les voit avec la chandelle. Vraiment, ils sont très émouvants. Et le lendemain, ils sont toujours sans électricité, on les voit avec la chandelle. C'est les héros. Donc c'est ça l'importance de l'énergie. On ne s'en rend pas compte. On arrive, on branche, on met la prise, on va à la station-service, on fait le plein. On n'a aucune idée de la difficulté de mettre en œuvre tous ces réseaux de distribution, de production. C'est extrêmement complexe. Donc je pense que ce serait dangereux de confier ça à une élection au suffrage universel parce que c'est trop émotionnel, le sujet est trop émotionnel et ça demande encore beaucoup de temps pour formuler la vérité, une éducation qui soit sérieuse, de manière à ce que les gens puissent se faire une idée. Mais une idée physique, pas une idée émotionnelle. Bernard Bigot, puisqu'on a la chance que vous soyez là, racontez-nous un peu les discussions quand vous êtes entre Delphine Batho et Arnaud Montebourg. Comment ça s'est passé ? Non mais attendez, on est entre nous, ça ne sortira pas d'ici. J'imagine qu'on est entre nous. Je vais mettre le micro assez loin alors. Écoutez, d'abord, ce sont deux ministres qui ont des responsabilités éminentes et complémentaires. Il y a un ministre qui est charge de l'énergie et l'autre qui est charge de l'industrie. Il n'y a pas d'énergie s'il n'y a pas d'industrie. Ils ont des visions qui ne sont pas si éloignées que cela. Madame Batho est venue devant les 180 ambassadeurs donc, de France à la fin du mois d'août pour expliquer que la France, c'était le nucléaire et les énergies renouvelables. Et M. Montebourg n'a pas un discours qui est fondamentalement différent. Simplement, quand le balancier va un peu trop d'un côté, il y en a un qui se sent dans l'obligation de le rappeler donc pour qu'il revienne un peu au centre. Moi, je crois que le monde politique doit accepter de porter la vision dont je vous ai parlé et surtout de développer l'éducation. Moi, ce qui me frappe, c'est qui a appris les fondements des problématiques de l'énergie à l'école. On a appris effectivement donc FM gamma, des choses de ce genre, mais voilà, l'énergie c'est un système. C'est un système. C'est pas simplement des concepts élémentaires, c'est un système. Il faut accepter d'investir pour comprendre comment fonctionne le système. Et je partage profondément ce que dit M. Etienne. Moi, je ne suis pas né dans l'énergie jeune enfant. Voilà, j'ai fait des choses tout à fait différentes pendant très longtemps. Et il m'a fallu du temps pour comprendre, apprendre. Voilà, quels sont, je dirais, les fondements, les principes qui font qu'un système énergétique fonctionne, comment il peut être optimisé. Et il faut qu'il y ait un investissement accepté. Et donc, pour répondre à la question, le mieux, c'est encourager à l'investissement dans la compréhension de ce que sont les phénomènes énergétiques. Question, mademoiselle ? Non. Autre question ? Non ? Dans le panel ? Alors, on commence. Allez-y, monsieur. Merci déjà de l'existence de cette conférence. Bonjour, monsieur Etienne, docteur Etienne. Bonjour, monsieur Bigot. Bonjour. Monsieur. Le côté pédagogique, monsieur Bigot, est-ce que dans cette mesure, vous ne pourriez pas essayer d'envisager de développer davantage ce côté pédagogique auprès des différentes instances, que ce soit des instances économiques et politiques, pour que d'une certaine façon, le discours que vous tenez à la fois M. Bigot et M. Etienne aujourd'hui fasse qu'il y ait une prise de conscience au niveau international pour qu'il y ait des fonds qui se développent pour se focaliser sur justement ces nouvelles recherches, pour mettre de l'argent au pot, pour dire à un moment donné, la situation est tellement dramatique que d'une certaine façon, il faudra envisager un plan Marshall qui porterait vos noms pour techniquement arriver à des tentant, solutions. Hein. Non. Je revendique pas. Arriver à des solutions qui sont
c'est pour le moins réaliste par rapport à ce que vous développez. Juste avant de vous laisser répondre, on va préparer déjà l'autre question. J'invite tous ceux qui portent en eux-mêmes ou sur eux-mêmes des vêtements verts à s'exprimer pour que l'ensemble de ce débat soit pluraliste et représente toutes les moi, je suis aussi vert que tous ceux qui n'en ont pas de vêtements verts. Voilà. Donc, je veux dire... Mais certains sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. Voilà. Opposer les gens qui sont verts de ceux qui ne le sont pas est absolument, pour moi, l'archétype de ce qu'il ne faut pas faire. Je suis désolé de le dire. C'est, encore une fois, c'est la complémentarité. Il n'y a pas l'un contre l'autre. D'accord ? C'est l'un et l'autre doivent essayer de comprendre l'intérêt et le bénéfice qu'il y a à tirer des deux. Alors, ce que vous dites est un problème très difficile. Bon, dans la responsabilité qui est la mienne, en tant que responsable du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qu'est-ce que veut dire les énergies alternatives ? C'est les énergies renouvelables alternatives aux fossiles. Voilà. Et nous avons fait ce choix bien avant Fukushima, depuis longtemps au CEA, parce que nous croyons profondément que c'est l'un et l'autre. Voilà. Et je veux dire juste deux mots. Qu'est-ce qui s'est passé en France ? En France, arrivent les années 1970, alors que nous avions du charbon, alors que nous avions du pétrole, en particulier à bénéfice de l'Algérie, alors que nous avions du gaz. Les gens, un tant soit peu lucides, savaient qu'avant la fin du siècle, nous n'aurions plus rien de tout ça. Et si nous n'avions pas développé le nucléaire, c'est simple, nous dépenderions aujourd'hui à 94% totalement d'importations étrangères. Pour vous donner une petite idée, en 2005, les produits fossiles que nous avons dû importer, qui ne représentent que 50% de notre consommation d'énergie annuelle, ça représentait 23 milliards d'euros. En 2011, la même quantité de produits fossiles que nous avons importés, 62 milliards d'euros, plus de 100% en 5 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1970 ? Il y a des gens suffisamment lucides qui ont dit « ça ne sera pas tenable. Il nous faut trouver un moyen ». À l'époque, c'était l'indépendance énergétique. C'est un mot qui n'est pas tout à fait adapté, c'est la moindre dépendance énergétique. Voilà. C'est ce qui a justifié le développement du parc. Aujourd'hui, on est dans une deuxième problématique. C'est celle de la problématique environnementale et de la problématique économique. Imaginez, encore une fois, pour vous donner des ordres de grandeur, la totalité de nos exportations, c'est de l'ordre de 440 milliards par an. Nous sommes en train de consacrer plus de 15%, entre guillemets, des revenus que l'on tire de nos exportations. Et c'est quoi nos exportations ? C'est des avions, c'est des voitures, c'est des ponts. C'est vrai qu'il y a un peu de camembert qui se consomme dans l'heure. Mais le reste, c'est généralement des investissements de long terme. Nous sommes en train de nous épuiser. Donc, il faut effectivement essayer d'expliquer ça. Ça fait partie des missions du commissariat à l'énergie atomique. La chance que l'on a, dans la fonction qui est la mienne, c'est de pouvoir rencontrer Madame Bateau, comme vous le dites, Monsieur Montebourg, Monsieur Hollande. J'essaie de leur développer les convictions qui sont les miennes avec les bases physiques. Mais nous sommes une petite voix. Nous sommes une très petite voix. Les vraies voix, c'est celles qui portent au journal, effectivement, de 13h ou de 20h et qui laissent le temps de l'explication. Quand avons-nous le temps de l'explication ? Est-ce que vous m'avez jamais vu, ou moi ou un équivalent de mon espèce, apprendre ne serait-ce qu'une heure pour expliquer ce que je sais de partager avec vous ? Jamais. Donc la vraie question, elle n'est pas à nous de faire. C'est pas, vous savez, c'est des sujets, des problématiques tellement vastes. Les investissements sont tellement considérables. 16 000 milliards d'euros, ne serait-ce que pour remplacer les moyens de production énergétique en Europe dans l'espace des 20 ans qui viennent. Voilà. Donc il faut convaincre des investisseurs, il faut mettre au point des systèmes industriels, il faut bien évidemment écouter les citoyens, obtenir leur adhésion, parce que même une éolienne peut poser quelques problèmes lorsqu'elle est plantée dans un champ. Donc tout ça, c'est des problèmes très complexes et compliqués. Et s'il n'y a pas le temps de l'explication, s'il n'y a pas l'investissement du temps, eh bien évidemment, nous serons face au problème. Nos amis, je reprends juste une seconde, nos amis japonais, quel est le problème qu'ils ont rencontré ? Les Japonais, c'est une île, donc déjà, il n'y a pas d'interconnexion électrique. Deuxièmement, il n'y a pratiquement pas de possibilité, ou très faiblement, d'hydraulique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tremblements de terre abondants et que donc, évidemment, les barrages, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc, ils se sont trouvés confrontés au problème de développer le nucléaire. Mais ils l'ont fait sans mettre en place les dispositions qui conviennent. Ils ont perdu la confiance de l'opinion. Donc, la première chose, quand vous installez un dispositif énergétique de long terme, la confiance de l'opinion. Et la confiance, ça se gagne par la conviction, pas, entre guillemets, par des solutions qui viennent du ciel. Voilà, donc il y a un vrai investissement politique sur le sujet à faire. Autre question. Oui, monsieur. Oui, Thierry Salentin, vous avez dit qu'avec le fossile, on a failli avoir 94% de dépendance et que, heureusement, le nucléaire est arrivé.
Mais avec l'arrivée du nucléaire, on est passé de 94% à 100%, puisque tout l'uranium vient de l'étranger et que, comme en plus on ne paye pas le vrai prix de l'uranium, qu'on a plutôt tendance à le sous-payer, ça donne un État comme le Niger qui est extrêmement misérable, alors que le Niger devrait être aussi riche que le Koweït ou l'Arabie Saoudite si on payait le vrai prix. Donc nucléaire égale 100% de dépendance. Je peux répondre? Oui. Mais je voudrais que Jean-Louis Etienne puisse s'exprimer aussi. Non, mais allez-y. Allez-y. Si vous voulez, vous avez à la fois raison, mais pas complètement. Vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, après avoir exploité des mines d'uranium en France, donc nous exploitons aujourd'hui des mines à l'étranger, pas seulement au Niger, au Canada, au Kazakhstan, en Australie, etc. Donc c'est vrai, nous sommes dans une dépendance. Simplement pour avoir un ordre d'idée, nous importons 8000 tonnes d'uranium par an, nous importons 140 millions de tonnes de pétrole et de gaz. Donc premièrement. Deuxièmement, c'est 8000 tonnes d'uranium. Le prix, et c'est le prix du marché, monsieur. Si le nucléaire était beaucoup plus développé, le prix serait beaucoup plus cher. Hein, donc, il n'y a pas de sujet sur le... Voilà. Donc, nous sommes dans une situation où nous le consommons à peu près pour 400 millions d'investissements. De l'autre côté, je vous l'ai expliqué, 62 milliards. Voilà. Donc, la plus-value, le prix de l'énergie, les 50% électriques, c'est grosso modo les 50% fossiles. Donc, dans un cas, toute la plus-value, c'est l'intelligence, entre guillemets, et l'industrie française qui l'a apporté. Dans l'autre cas, c'est au contraire, effectivement, simplement le prix de la matière. Donc, je suis d'accord, aujourd'hui, nous importons la totalité pratiquement de notre nucléaire, mais ce n'est pas pour ça que notre dépendance en est accrue, parce qu'on peut stocker, entre guillemets, cet uranium, ce n'est pas difficile, 8000 tonnes, c'est rien du tout, hein, une densité de 10, c'est très faible, c'est quelques centaines de mètres cubes. Donc, on peut avoir des stocks sur 5, 8, 10 ans. Vous ne pouvez pas avoir de stock sur 5, 8, 10 ans dans les combustibles fossiles. Oui, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'il faut voir, c'est une perspective plus lointaine du nucléaire. On est à la génération 2 aujourd'hui, avec les qualités et les défauts qu'on connaît. Vous avez évoqué la génération 3, effectivement. Il y a le prototype de génération 4 qui se met en place, il y a ITER. Il faut voir loin dans le nucléaire parce que c'est la seule densité énergétique qui va pouvoir satisfaire les besoins de l'humanité. Donc, bien sûr, on peut critiquer ce qui se passe alors actuellement sur la génération 2, on connaît les forces et les faiblesses, mais ne pas lâcher effectivement la recherche sur ce sujet, parce que les perspectives d'utiliser un uranium 238 et tous les uraniums seront utilisés dans la génération 4, le potentiel est absolument extraordinaire, donc il faut tenir jusqu'à cette génération future. Vous avez totalement raison. Aujourd'hui, on consomme pratiquement seulement 0,6% donc, du contenu énergétique de l'uranium. Ça, c'est lié à l'isotopie. Si on va vers la génération 4, qui est la génération qu'on appelle des réacteurs à neutrons rapides, on peut multiplier par 100. En France, si nous poursuivons comme nous le faisons, à l'horizon de 2040, il y aura plus de 500 000 tonnes d'uranium pur, une mine 100% pure d'uranium en France, assez de plutonium, et je peux expliquer ce que cela veut dire, pour pouvoir fonctionner pour plus de 5000 ans de production énergétique par les réacteurs effectivement de fission. Alors il y a la fusion, comme vous le savez, c'est ITER, c'est aussi une énergie nucléaire. On peut en parler plus tard si vous le voulez. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on soit dans une dépendance accrue. On continue les questions. Allez-y. Oui. David de Sciences Po Paris. Donc par déformation, je vais poser une question politique. Ça a déjà été fait par mon camarade Timothée. Et j'aimerais poser une question qui n'était pas prévue au départ. Mais voilà. J'aimerais poser une question sur la légitimité des porte-paroles. Vous avez parlé justement de la place de la parole publique, enfin la place de l'expertise. Monsieur Bigot, ici, haut fonctionnaire, et vous, Monsieur Etienne, vous êtes donc explorateur. Qui peut parler, qui est légitime pour parler de ces questions en public? N'y a-t-il pas un risque de conflit d'intérêts éventuel? Je ne vous mets pas en cause, Monsieur Bigot, mais il faut rappeler que vous êtes également au directoire d'Areva. Est-ce qu'il n'y a pas, dans un contexte de défiance démocratique, ce qui a été rappelé, autant que les choses soient claires dès le début? Et je pense que pour la clarté des débats, pas pour aujourd'hui, parce que là, il n'est pas question de faire le procès de qui que ce soit, mais pour l'éducation future que vous avez appelée de vos voeux, comment prévoir justement qu'une pluralité de porte-parole prennent la parole, les journalistes, les universitaires, les citoyens. Merci. Juste une phrase.
Une phrase en ce qui me concerne, je revendique la légitimité d'un citoyen qui a passé du temps à être éclairé. Moi, je dirais, par rapport à votre question, tout le monde a la légitimité de la parole. Donc, il n'y a aucun doute. Ceux qui l'ont la plus, c'est évidemment ceux qui sont élus, puisqu'ils ont été reconnus par leur père comme représentant, effectivement, une voix, et ils ont même la mission et la responsabilité de définir des politiques, de tracer des horizons. Donc, la première légitimité, c'est celle des élus. Voilà. Et sur la problématique de l'énergie, je vous l'ai déjà dit, je trouve que la voix est un peu silencieuse ou souvent caricaturale. Voilà. Et qu'il faudrait au contraire non pas être caricatural, mais être au contraire équilibré. Voilà. Deuxième aspect, c'est les sachants. Je m'excuse, c'est-à-dire qu'il y a des gens comme M. Etienne qui ont fait l'effort de comprendre, de lire, d'être attentif, de voir les informations. Et donc, il faut donner d'une certaine manière la parole aux sachants par rapport à ceux que j'appellerais plutôt les bavards. Voilà, donc j'encourage plutôt les sachants à prendre la parole. Sciences Po n'est pas en cause, bien sûr. Un homme politique, par essence, il cherche des voix. Donc il va chercher le consensus auprès d'un maximum de personnes pour être élu. Donc il en fait son affaire, vous voyez, il pilote à vue souvent, quoi, hein. Et un exemple concernant l'énergie, c'était la position de Gerhard Schröder. À un moment donné, il avait déjà pris une décision, Gerhard Schröder, d'arrêter le nucléaire en Allemagne, mais il avait bien agi par-dessous, c'est-à-dire qu'il avait pris un lien avec les Russes, de manière à ce qu'il y ait un gazoduc direct depuis l'Arctique jusqu'en Allemagne, sans passer par des pays qui pouvaient fermer le robinet. Ça lui a coûté 1 milliard d'euros supplémentaires pour garantir la construction. Donc il a très bien agi, c'est-à-dire que d'un côté, il s'est dit, bon, politiquement, je suis réélu parce que j'ai dit stop au nucléaire. Bon, après, il y est revenu. Mais il s'était assuré en même temps, si vous voulez, d'avoir un approvisionnement énergétique en gaz direct sans passer par les pays qui pouvaient le bloquer. Et là où il est formidable, c'est qu'il est devenu président, je crois. Consultant président. Il est président de Nord Stream, qui est le fameux gazoduc, si vous voulez. Consultant de Gazprom. Oui, donc le politique, effectivement, il a une navigation à faire pour ramasser le maximum. Angela Merkel a pris sa décision sur le nucléaire pour ne pas perdre les élections du Bade-Württemberg. Donc c'est compliqué aussi. Superphénix a été fermé. Allez, on continue. Il y a beaucoup de questions, donc on va essayer d'en prendre le maximum. Bonjour. Oui, vous êtes debout. Deux questions dans ma question par rapport à la nécessité de mix énergétique que vous posez. La première, c'est du coup combien de centrales nucléaires nécessaires pour atteindre ce bon mix. Et le deuxième volet de ma question, c'est comment vous intégrez dans votre équation la question des déchets nucléaires. Alors, si, je pense que la question m'est destinée, je vais essayer d'y répondre. Si vous voulez, la vision qui est la nôtre, c'est développer les énergies renouvelables pour substituer effectivement les énergies fossiles. On ne va pas... les énergies renouvelables, qu'est-ce qu'elles produisent ? Et je suis tout à fait favorable donc, à ce que disait M. Etienne, c'est effectivement d'abord utiliser la chaleur directe. Donc ça, c'est ce qu'il y a le plus simple, le plus élémentaire. Mais aujourd'hui, à quoi servent les énergies fossiles ? Elles servent essentiellement à l'habitat, au transport, à l'industrie, si vous voulez, et à l'agriculture conjointement. Le gros du morceau, c'est les transports, près de 45%. L'habitat, 30%. Voilà. Donc c'est là où il faut s'attaquer. Alors, comment est-ce que l'on fait ? Sachant que les énergies renouvelables, elles produisent essentiellement de l'électricité. Eh bien, il faut essayer de substituer les usages pour le transport, pour l'habitat qui utilise des fossiles, par de l'électricité ou de la chaleur directe. Pour le transport, l'électricité, ça existe, c'est le véhicule électrique. Tout l'enjeu, c'est de substituer aujourd'hui les 36 millions de véhicules particuliers, ou au moins une large fraction d'entre eux, et les utilitaires qui font moins de 100 km pour 80% d'entre eux dans la journée, qui sont 20 heures par jour minimum dans un parking, où il n'y a pas de difficulté effectivement à être à proximité d'une prise électrique, pour, entre guillemets, stocker les énergies renouvelables, c'est-à-dire par le vent, par le solaire, dans la batterie. Voilà. Donc, substituer cela. Donc, nous allons accroître la proportion d'énergie. Alors, je ne vais pas faire le détail complet, ça serait un petit peu trop complet. Mais donc, aujourd'hui, l'électricité, c'est à peu près 50% de notre consommation énergétique. Nous allons passer à 75%. Je prends un exemple. Sachant que le talon, il va y avoir encore un talon qui ne va pas pouvoir être électrique, bien évidemment. Et donc, la capacité par rapport au nombre des centrales nucléaires, elle n'est pas beaucoup changée. Aujourd'hui, nous sommes à 75%
d'énergie électrique d'origine nucléaire pour une électricité qui représente 50% de notre énergie totale. Demain, nous pouvons être à 75% d'électricité dans laquelle seulement 50% est d'origine nucléaire. Donc on n'a pas changé beaucoup la capacité nucléaire. 50 par 75, 75 par 50, pour ce qui me concerne, ça fait la même chose. Voilà. Donc on ne va pas réduire la capacité. Par contre, on va devoir développer effectivement profondément les énergies renouvelables et les mécanismes de stockage. Et les déchets? Alors les déchets, c'est une question centrale. Il y a deux problèmes dans le nucléaire. C'est, comme je vous l'ai dit, une puissance formidable. Si vous la maîtrisez, grand bénéfice. Si vous en perdez la maîtrise, grand dommage. Donc, c'est évidemment le contrôle du réacteur. Et cela, évidemment, ma conviction profonde, si on respecte des règles qui sont à la fois la conception de l'installation et, entre guillemets, une vraie formation, c'est-à-dire une capacité opérationnelle et décisionnelle qui fasse face à toutes les situations, je pense qu'on peut très raisonnablement maîtriser et sans aucun inconvénient. Le deuxième, c'est les déchets. Les déchets, comme je vous l'ai dit, vous en produisez, vous mettez 20 tonnes de combustible dans un réacteur, enfin chaque année, voilà, c'est l'ordre de grandeur, ou de 140 tonnes globalement. Quand vous le sortez, la radioactivité est de l'ordre de 100 000 à 1 million de fois. Et vous allez avoir une fraction des déchets, c'est 80% d'entre eux, qui au bout de 300 ans ne sont plus radioactifs, ou plus exactement, ne le sont pas plus que l'uranium initial qu'il l'était. Mais vous avez un talon de 20% qui, eux, vont avoir une radioactivité jusqu'au million d'années. Alors, comment est-ce qu'on gère ça? Le problème de la radioactivité, comme vous le savez, c'est un rayonnement, mais il ne se propage pas à l'infini, ce rayonnement. Ce rayonnement, il est rapidement absorbé. Donc, il faut confiner cette matière, donc veiller à ce qu'elle puisse, pendant la durée de vie que je viens de vous évoquer, de l'ordre du million d'années, faire en sorte que cette matière radioactive ne ressorte pas de là où vous l'avez mis. Et la solution qui a été adoptée actuellement, c'est de vitrifier ces matières, voilà, donc de insérer dans un bloc de verre, du verre fondu mélangé avec cette matière radioactive, laisser refroidir, et donc de déposer cela dans une couche géologique dont la stabilité géologique et les propriétés physico-chimiques sont telles que vous pouvez démontrer que, et ça c'est les scientifiques qui évidemment doivent développer les modèles, les argumentations, vous pouvez démontrer que même au bout d'1 million d'années, il ne sortira pas plus de radioactivité de cette couche géologique qu'une fraction inférieure à 1 millième de la radioactivité naturelle que nous vivons. Voilà, donc cette solution, elle existe. Autre question, on continue. Quel est le côté que je n'ai pas du tout... J'ai pas eu de question de femme pour l'instant. Oui, madame. Bonjour, Sandrine Poulain, je suis au CEA. Mais j'avais quand même une question plutôt de citoyenne. En fait, comme le débat, c'est quelle recherche technologique pour réussir la transition énergétique? Je vais recentrer le titre quand même. Vous avez dit, Monsieur Bigot, que ça serait, les énergies renouvelables seules seront possibles quand on sera capable de stocker l'énergie. Donc, où on en est de la recherche? Est-ce qu'on met vraiment de l'argent pour la recherche sur le stockage de l'énergie? Parce qu'on parle même de refaire des recherches sur le gaz de schiste en disant « Oh là là, quelle honte, on ne va pas faire de recherche sur le gaz de schiste ». Mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt pousser la recherche sur le stockage de cette énergie, quand on pense que si on était capable de stocker, moi quand j'étais petite, on me le disait déjà, stocker un éclair d'orage, on pourrait avoir une énergie phénoménale. Donc voilà, ma question c'est où on en est des budgets de recherche sur le stockage. Les budgets, je ne les connais pas, M. Bigot les connaît, mais il est évident que c'est compliqué de stocker de l'énergie, surtout si on parle de l'énergie électrique. Donc on a des piles, on a des batteries, on arrive vers les barrages, donc qui sont une façon de stocker les choses. Il y a des centrales inertielles, mais c'est un temps de stockage extrêmement court. Il y a peut-être dans l'avenir le stockage que l'on pourrait faire de l'énergie éolienne. Au pied des éoliennes, on pourrait mettre des électrolyseurs qui produiraient de l'hydrogène. Et cet hydrogène serait après utilisé dans les piles à combustible. C'est une façon tout à fait... Là, je voudrais en profiter pour faire une petite précision. Parce que je me rends compte que souvent, il y a des confusions entre les sources d'énergie et les vecteurs d'énergie. Les sources qu'on a évoquées, donc le pétrole, le gaz, le charbon, le vent est une source, mais
il faut la transporter, il faut l'amener sur la zone de consommation. Donc, ce sont les vecteurs. L'électricité est un vecteur et l'hydrogène dont je parle est un autre vecteur. Ça n'existe pas dans la nature, l'électricité, à part dans les orages dont vous avez parlé, mais l'hydrogène, c'est pareil, il existe en grande quantité, mais l'hydrogène est lié à l'eau, entre autres, si vous voulez, et donc il faut de l'énergie pour le produire. Donc une des façons de le stocker, ça serait effectivement de stocker cette électricité sous forme d'hydrogène pour l'utiliser après dans les piles à combustible. C'est une solution du futur, mais le stockage de l'énergie et surtout l'électricité est un problème qui est complexe. Si vous voulez, je vais répondre très brièvement. Le problème, c'est on fait des progrès, on investit beaucoup. C'est la quantité d'énergie qu'il faut stocker. Pour vous donner une petite idée, chacun d'entre nous, on consomme en moyenne 4,5 tonnes d'équivalent pétrole. D'accord ? Donc, cela veut dire que si nous devions stocker, il y a des moyens de stockage. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les steps, c'est-à-dire vous avez un barrage supérieur, vous avez un barrage inférieur. Donc, dans la journée, quand vous avez de l'électricité solaire, quand vous avez du vent, etc., vous pompez du barrage inférieur vers le barrage supérieur, etc. Mais il faut avoir les ordres de grandeur. Les ordres de grandeur, si nous voulions, par exemple, avoir, j'ai fait le calcul, la totalité uniquement avec des renouvelables, avec la nécessité de stockage que je vous ai expliqué, hein, c'est-à-dire 25% grosso modo du temps vous produisez, le reste, il faut le stocker. Il faudrait noyer 60% des vallées françaises. Bon, est-ce que nous sommes prêts à noyer 60% des vallées françaises ? L'enjeu, c'est les quantités qu'il faut mettre en jeu. L'hydrogène, c'est impossible de stocker à l'échelle de la consommation. Donc, par contre, massive. Par contre, produire localement, consommer localement, ça a du sens. Comme vous le savez sans doute, il y a une expérimentation qui est en cours, qui réunit, outre le CEA, le CNRS, l'Université de Corte et puis donc Areva. Vous voyez comme on est proche. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, il y a une vraie expérimentation, 3000 mètres carrés de panneaux solaires, un stockage d'énergie électrique, et le village en question, pratiquement, sur l'ensemble de la journée, il a ce qu'il lui faut. Donc, nous faisons d'énormes efforts, mais c'est des défauts, c'est des défis absolus. J'explique ce qu'est une batterie en 2 mots. Une batterie, c'est un défi. Donc, quand vous avez une voiture, vous avez votre carburant dans le réservoir et le comburant, c'est l'oxygène. Il n'est pas à proximité. Une batterie, par exemple, je vais mettre 2 réactifs chimiques aussi proches l'un que l'autre, d'accord, et les empêcher de réagir spontanément, puisque je veux qu'ils le fassent au travers de la production de courant. C'est des défis extrêmement différents. Une batterie aujourd'hui, pour pouvoir faire environ 250 km, c'est 250 kg. 250 kg. Pour faire 600 km, 60 litres. Voilà. Il y a des défis technologiques majeurs qui ne sont pas faciles à résoudre. Alors, on progresse. Aujourd'hui, la compréhension très fine qu'on a des propriétés intimes de la matière, ce qu'on appelle les nanomatériaux, etc., nous donne des chances et des opportunités de résoudre ça. Mais c'est des temps longs et surtout, on est très exigeant. Pourquoi est-ce que la Chine, par exemple, a développé aussi rapidement les batteries ? Il n'y a pas de normes. Voilà, il n'y a pas de normes d'exigence de sûreté. Il y a pas mal de gens. Aujourd'hui, la Chine, c'est le pays où il y a le plus de vélos électriques. 140 millions de vélos électriques. Les batteries, ils ont eu le temps de les expérimenter. Il y a quelques personnes qui ont eu les jambes brûlées. En France ou en Europe, vous vous amusez à avoir une batterie qui, entre guillemets, explose ou brûle. Je veux dire, vous avez ruiné complètement, entre guillemets, non seulement le business, mais aussi, même dans l'opinion du public, que cette piste-là est ouvrable. Donc, il faut avancer en respectant les exigences de la population. Et la sûreté, c'est une exigence première. On continue les questions. On va encore prendre 2 ou 3. Allez, monsieur, tout là-haut. Bonjour, j'avais juste une question. Depuis tout à l'heure, on présente les choses comme s'il y avait le fossile à côté du nucléaire, à côté du renouvelable, mais le nucléaire fonctionne avec du minerai qui est... Enfin, il y a des quantités qui sont disponibles. Un jour, on arrivera à l'avoir exploité totalement. Donc, ma question, c'est est-ce qu'investir massivement dans le nucléaire, les technologies de 3e et 4e génération dont on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas finalement repousser le problème à demain, plutôt que d'investir ces montants-là dans le développement des énergies renouvelables? La réponse a été un petit peu... Je peux dire, par exemple, le CEA actuellement, il dépense autant d'énergie pour développer le nucléaire, d'argent pour développer le nucléaire du futur que de développer les renouvelables. 280 millions chacun. Voilà. Donc, il faut éradiquer l'idée que l'on n'investit pas sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, simplement, comme l'a dit très justement Madame, il y a des progrès considérables encore à faire. Alors, c'est vrai, vous avez raison, avec la vision que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire d'un nucléaire de 4e génération qui produit pour 5000 ans, c'est un temps un peu trop court et qu'il faut réfléchir à quelque chose de plus prolongé. Donc, c'est le sens de la fusion. On continue. Oui. Oui, mademoiselle.
Voilà, bonjour, j'avais une question, ça poursuit complètement ce que vous venez de dire. Justement, où en sont les recherches sur la fusion? Parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé et dont on a arrêté de parler. Enfin, la presse en a fait énormément et là, on a l'impression que ça a complètement disparu. C'est vrai qu'il y a des saisons. Les progrès sur la fusion, il y a un grand programme que vous connaissez sans doute, ITER. La France a accepté d'héberger cette installation de recherche, qui est une grande installation de coopération mondiale, dans laquelle, effectivement, il y a 7 grands partenaires que vous connaissez sans doute, donc la Chine, l'Inde, la Corée, le Japon, la Russie, l'Europe et les États-Unis, qui ont décidé de mettre en commun l'ensemble de leur intelligence et de leurs moyens pour démontrer la faisabilité de l'énergie de fusion. L'objectif, c'est donc, vous le savez, c'est chauffer, grosso modo, des isotopes de l'hydrogène et vous allez recevoir au moins l'objectif 50 fois plus d'énergie que vous n'en avez consommé pour pouvoir effectivement chauffer. Ça, c'est effectivement la solution de très long terme, parce que là, les déchets sont très réduits. La quantité de matière, elle est presque ridicule. Si vous voulez, comme je vous l'ai dit, 20 millions de tonnes, 20 tonnes, par exemple, de consommation d'un uranium pour la fission, disons 9 millions à peu près pour le charbon ou le pétrole. Quand vous avez 1000 mégawatts, pour un 1000 mégawatts de la fusion, ça sera 350 kilos. 350 kilos d'hydrogène. Et là, il y en a pour tout le temps que vous voulez. C'est un vrai effort. C'est long. On va mettre près de 12 ans à construire cette installation. Pourquoi? Parce que c'est des matériaux spécifiques. Ça nécessite effectivement donc, des mobilisations extrêmement importantes de beaucoup d'industries dans le monde entier. Mais c'est l'objectif d'avoir ce type de démonstration à la moitié de ce siècle, 2050, avoir démontré qu'on maîtrise complètement ce phénomène-là. Une dernière question. Alors, mademoiselle. Donc, bonjour Flora. C'était très intéressant. Vous avez parlé sans cesse en fait, de remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où on parle beaucoup de gâchis, que ce soit de gâchis alimentaires, de gâchis énergétiques. Je suis très étonnée, il n'y a eu aucune allusion à de l'économie. Mais pas. Non, je vous assure que non. C'était l'économie. Je vous assure que non. Vous étiez au pôle Nord ou quoi? Non. Mais disons que ce n'est pas un aspect qui m'a vraiment frappé, que ce soit chez l'un ou chez l'autre. J'ai l'impression qu'on prend un peu l'équation, ce que vous appelez l'équation énergétique, dans le mauvais sens, à savoir qu'on essaye d'adapter la production de l'énergie aux besoins mondiaux et pas d'adapter les besoins à l'énergie qui est productible. Donc qu'est-ce que vous en pensez? D'après vous, quelle part de cette économie pourrait répondre à ce problème de transition? Jean-Louis Etienne, d'abord, vous n'oubliez pas de me rendre votre portable à la fin. Non, mais on a évoqué les économies d'énergie, c'est évident. Il m'arrive de côtoyer des entreprises et je me rends compte que les investissements qui sont faits aujourd'hui, à la fois sur l'habitat, mais aujourd'hui sur le process énergétique, le retour sur investissement est de 5 ans. C'est-à-dire que les économies en termes de consommation énergétique qui sont faits suite à des investissements sur les économies d'énergie sont conséquents. Donc ça, c'est un processus qui est vraiment en route. Et des fois, on attend souvent que l'État décide pour nous de faire des facilités fiscales pour qu'on s'y mette. L'État n'a pas l'argent pour le faire. Et je crois que c'est pour ça que chacun d'entre nous ne doit pas attendre la grand-messe onusienne ou la grande parole du président pour mettre en œuvre ces solutions. C'est à chacun de soi. On est assez grand et citoyen aujourd'hui pour faire les choses dans ce sens. Si on n'a pas parlé suffisamment, moi je parle d'économie énergétique et d'efficacité énergétique. Nous pouvons améliorer grandement notre efficacité. Aujourd'hui, par exemple, en France, nous relâchons autant d'énergie sous forme de chaleur dans l'atmosphère et dans les rivières que nous importons de combustibles fossiles. Voilà. Donc nous ne récupérons pas la chaleur. Nos systèmes sont des systèmes qui dissipent énormément d'énergie. Je dis souvent, aujourd'hui, il y a des gens qui consomment 8,1 tonnes d'équivalent pétrole par an, ce sont les Canadiens, et il y en a d'autres qui en consomment moins de 0,1, donc ce sont par exemple les Bengalais. Donc nous pourrions nous situer tous à 2,5. 2,5, ça me semble une zone raisonnable, je ne sais pas si c'est 2,5 ou 3, et rien que cela, madame, avec 9 millions effectivement d'habitants sur notre planète, c'est plus 75%, plus 60 milliards, plus 75% d'énergie nécessaire. Toutes les économies que nous ferons ne nous priveront pas d'avoir effectivement une production énergétique. Alors,
je suis désolé de ne pas prendre toutes les questions, on pourrait en parler encore des heures. Je vais peut-être, pour terminer, poser une question différente à chacun de nos deux intervenants. Peut-être en demandant d'abord à Jean-Louis Etienne, vous rencontrez beaucoup d'étudiants, vous voyagez beaucoup, vous avez vécu aux États-Unis, vous en revenez. Est-ce que l'état d'esprit, la réception de ces idées d'économie d'énergie, de transition, est la même partout? D'abord, est-ce qu'en France, il y a vraiment une prise de conscience depuis une dizaine d'années? On le voit vraiment chez les étudiants, vous voyez. Et est-ce qu'elle est la même partout? Oui, la prise de conscience sur cette nécessité. Je crois que le climat y a fait quelque chose, le réchauffement climatique, quelque chose qui est plus émotionnel, plus perceptible pour le grand public. Et effectivement, on le relie aux énergies fossiles et la question des énergies est sous-jacente et elle revient. Ça, de toute évidence, tout le monde a pris conscience de ce que c'était que la préciosité de l'énergie. J'étais aux États-Unis, comme vous l'évoquiez, à San Diego. Il y a un grand zoo à San Diego. Et vous avez donc les places prioritaires au parking, c'est bien sûr les handicapés et les voitures hybrides. Donc vous avez la priorité pour les voitures hybrides. Il y a aux États-Unis, bien sûr, ils consomment énormément parce que le pays est grand et leurs voitures consomment beaucoup, mais il y a vraiment mise en œuvre une fiscalité, notamment en Californie, importante sur les économies d'énergie. Ça existe. Je crois que le point qui me paraît le plus important, et on l'a évoqué, c'est la pédagogie. Vous avez fait, vous, l'effort de venir 1h30 ici. Monsieur Bigot est un grand spécialiste et pédagogue sur les questions nucléaires. Vous avez certainement appris des choses, mais j'ai compté, on est 200 là à peu près. Vous faites une émission à la télévision où il y a un point d'audience. On dit c'est que dalle, mais vous avez 400 000 personnes, c'est-à-dire 20 000 conférences comme celle-là. Donc, on touche très très peu de monde. Il faut dépasser le journal télévisé. Vous voyez qu'en 2 minutes 30, pour résumer ce que l'on vient de dire en 2 minutes 30 au journal télévisé, c'est on veut toucher du monde. Vous avez très peu de temps, et comme disait Pasqua, en 2 minutes 30, on a surtout le temps de raconter des conneries. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc, je pense que vous devez porter la bonne parole, que le sujet n'est pas émotionnel, mais il est physique. Et je terminerai par une illustration. On parle de kilowatts, mégawatts. Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Un type, Jalabert, vous connaissez le cycliste de Jalabert, performant, qui monte le col du Tourmalet. Il déploie une puissance de 300 watts, 400 watts quand il est en forme. Vous savez ce que c'est qu'un kilowattheure? Le matin, quand vous vous levez, à 7 heures, ou ça dépend à l'heure où vous levez, vous mettez la cafetière. Notre cafetière, elle a 1 kilowatt à peu près, 1200 watts, enfin 1000. Mettons une petite cafetière pas chère. Je ne sais pas du tout où il va là. 1 kilowatt, vous allez voir. 1 kilowatt. Donc vous mettez la cafetière en route, faites le café. Il y a quelqu'un qui va se lever 1 heure après, votre mari, votre femme, quelqu'un, vous dites je vais laisser la cafetière en route pour que le café soit chaud. C'est classique. Tout le monde fait pareil. Ça, c'est 1 kilowattheure. Et vous savez ce que c'est qu'un kilowattheure? Je fais l'exemple. Vous prenez un poids de 10 kilos. 10 kilos. Vous le levez à 1 mètre. Ça fait un peu plus que ça. 10 kilos, 1 mètre. 10 kilos, 1 mètre. Combien de fois? 36 000 fois. Ça, c'est 1 kilowattheure. Il y a des physiciens certainement dans la salle. Vous ferez le calcul. 36 000 fois 10 kilos à 1 mètre, vous avez consommé 1 kilowattheure. C'est-à-dire la quantité d'électricité consommée par la cafetière que vous avez mis en route le matin pendant 1 heure. Donc, c'est pour vous donner une idée de la quantité d'énergie que l'on consomme et donc la préciosité de l'énergie, effectivement, prendre soin, l'économiser, comme vous avez dit. Donc, c'est un sujet d'une très, très grande complexité. Merci d'être venu pendant 1h30 pour nous écouter. Alors, j'ai une question aussi. Et bien sûr, café froid pour tout le monde. Une question, Bernard Bigot. Il y a 20 ans, peu de monde ici dans cette salle aurait imaginé ce qu'aurait été Internet, la façon dont ça aurait changé la vie. Aujourd'hui, dites-nous, dans 20 ans, quelle est la révolution énergétique à laquelle on ne s'attend pas? Vous savez, le plus difficile, c'est de prédire l'avenir. Hein. Donc, mais je vais me lancer. En fait, il n'y a pas une solution unique, mais pour moi, là où il va y avoir une vraie révolution, c'est le jour où on pourra transférer de l'énergie électrique sans contact, sans fil. Voilà. Donc là, ça veut dire que la voiture électrique, tous les hommes pas immobiles, etc., vous circulerez partout, hop, vous parlez. Alors avec un peu d'intelligence, c'est-à-dire qu'on reconnaîtra que vous êtes le bon consommateur, et voilà. Et en quelques temps, voilà, avec des transferts efficaces. Sur sécurité, ça je pense que ça va changer la vie. Aujourd'hui, on le voit bien, nous sommes des gens extrêmement mobiles. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir bénéficier donc partout de l'énergie.
Les gens qui ont un portable, ils savent très bien que si de temps en temps ils ne se connectent pas, c'est difficile. Eh bien, c'est cette révolution-là que je pense nous pouvons espérer. Merci de votre attention et bonne fin d'après-midi.